Nous sommes très heureux de vous présenter ce webinaire exceptionnel de l'histoire naturelle à l'économie des hommes. Covid-19 et biodiversité, quels sont les enjeux? Ça, c'est un grand sujet que Gilles a gentiment accepté j'allais dire de répondre. Ça va être compliqué de répondre à ça en 45 minutes, mais en tout cas, de nous parler plus longuement. Gilles Boeuf, notre intervenant, est donc professeur à l'université de Pierre et Marie Curie et Sorbonne Université, professeur invité au Collège de France. Il est à la tête du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Je lis pour ne pas me tromper. Biologiste, ancien président du Muséum d'histoire naturelle de Paris, il est spécialisé en physionomie environnementale, biodiversité, expert en océanologie. Je voulais remercier Gilles Servanton, l'autre qui est là avec nous et qui nous aidera un petit peu pour les questions par la suite, pour nous avoir donné l'occasion d'inviter M. Boeuf pour nous parler de l'accélération effroyable des impacts des activités humaines, du climat qui change beaucoup trop vite, on le sait, dans laquelle nos activités sont massivement impliquées, et ceci dans un contexte de pandémie, de démographie préoccupante et d'épuisement des ressources naturelles. Donc, 15 minutes environ seront consacrées aux questions-réponses à la fin de l'intervention. Et vous pouvez, dès à présent, au fur et à mesure, poser vos questions dans le chat, dans la conversation, et je me permettrai de les lire à la fin. Je voulais vraiment remercier M. Boeuf et l'ensemble de l'équipe Alliance solidaire des Français d'Espagne est avec moi pour vous remercier par avance pour avoir accepté notre invitation et pour, j'en suis sûre, un débat d'idées très intéressant. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup. Et bien moi, je vais remercier mon homonyme Gilles aussi. C'est vraiment une histoire d'amitié. Hein. Si je suis là, c'est par amitié pour mon copain Gilles. C'était comme ça. Nous avons vécu des aventures communes dans un petit village catalan du côté français qui s'appelle Banyuls-sur-Mer. Banyuls de la Marenda en catalan. Et où Gilles était effectivement à Argelès, à côté, dans les affaires maritimes. On était dans les notables de la région, puisque lui, il avait les affaires maritimes. Moi, j'avais le gros laboratoire de biologie du coin qui s'appelle le laboratoire Arago. François Arago, c'est une des figures de la science catalane. Et c'est vrai que on se voyait souvent parce qu'on avait des interrelations avec, par exemple, Gilles se rappellera des histoires assez amusantes, assez, je dirais, rocambolesques et même picaresques avec le navire de la station marine de Banyuls et les déboires avec la gendarmerie maritime de l'époque. On vous les racontera entre deux cafés quand on se verra la prochaine fois. Donc voilà, donc quand il m'a proposé ça, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Moi, je connais bien les Français à l'étranger parce que j'ai dû faire un peu moins de 200 missions officielles, France-étranger. Je connais un peu plus de 100 pays. Je suis allé bien sûr beaucoup quand j'étais en pays catalan et j'allais en vélo parce que j'ai toujours aimé faire du vélo aussi. Donc je passais la frontière tous les jours quand je faisais du vélo à Banyuls et j'allais à Portbao ou bien j'allais jusqu'à Llança, quelquefois jusqu'à Cadaqués. Hein. Donc c'est vrai que j'ai été beaucoup à l'étranger et j'ai rencontré une infinité de Français à l'étranger. D'abord beaucoup d'enseignants puisque je m'étais attaché à une chose très claire. Chaque fois que je faisais une mission officielle scientifique ou avec des entreprises privées, ça m'est arrivé aussi, j'allais faire une intervention au lycée français local quand il existait. Donc, je connaissais bien les alliances. Hein, tout à l'heure, quand Virginie parlait des alliances, je les ai bien connues au Chili. Et c'est vrai que partout, en Europe, mais aussi beaucoup en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est, je suis intervenu, également en Océanie. Donc, voilà pourquoi j'ai répondu favorablement à Gilles sur un tel sujet qui est le mien depuis maintenant pas mal de temps. Ma vie bascule en 2001. Je suis à l'époque, j'ai passé 20 années à Brest, à l'Ifremer. Je suis à Banyuls-sur-Mer et je lis un papier écrit par Steve Palombi, qui est un océanographe américain, qui dit dans ce papier le plus puissant changeur actuel, le plus puissant moteur de l'évolution, c'est la présence de l'humain. Qu'est-ce qu'il raconte? J'avais passé ma vie à travailler, moi, sur l'influence de la longueur du jour, du sel de l'océan, de la température, de l'eau ou de l'air, de la présence d'oxygène, et il vient me dire, c'est l'humain. Eh bien, ça me bouleverse tellement que je me mets à lire tout ça, et puis quelques années après, je me lance dans la biodiversité. Le Collège de France va m'appeler sur une chaire qui s'appelle Développement durable et environnement, énergie et société, et je tiens beaucoup au mot société, et je prends en 2009, pour 7 ans, la présidence de cette énorme maison qui est le Muséum national d'histoire naturelle. Des musées comme ça, il y en a 3 au monde, il n'y en a pas 50. Il y a effectivement la Smithsonian à Washington, aux États-Unis, et puis après, à égalité, Paris et Londres. Alors, tout ça pour vous dire que notre question, c'est la suivante. Vous allez voir qu'on va complètement interconnecter des questions de sciences fondamentales, de mathématiques appliquées, de physique, de chimie, de biologie, d'écologie,
avec les sciences humaines et sociales, qui sont indissociables. Hein. Vous allez voir que ce que je vais aborder est éminemment transversal. Et c'est pour ça que j'écoutais Stéphanie tout à l'heure, là, et avec Laura, on a aussi parlé de ça. Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Comment on les éduque? Dans ces silos actuels de l'éducation nationale, où le prof de maths ne parle pas à la prof de SVT, qui ne parle pas au prof comment dirais-je, de gym, ou bien à la prof d'espagnol ou d'anglais. Hein. Et là, on est vraiment dans un système où l'éducation nationale doit effectivement changer, on verra. Et je me bats beaucoup en ce moment contre ce gouvernement, d'ailleurs, parce qu'ils sont en train de nous assassiner les sciences de la vie et de la terre. Hein. Les gamins, en seconde, devront choisir soit maths physique, soit lettres. Et bien ça, ce n'est pas possible. On a deux efforts essentiels à faire pour nos jeunes. Hein. Un, des connaissances, il faut les leur délivrer, tuer les fake news, et enfin, développer leur esprit critique. Et c'est un peu de ce sens-là que je vais faire mon exposé avec vous aujourd'hui. Alors, une image en bas à gauche, un morceau de France, en Amérique du Sud, en Amazonie, la Guyane. Sur un tel écosystème, la forêt tropicale humide, vous avez peut-être 40 000 espèces vivantes au kilomètre carré. L'équivalent marin, je vous l'ai mis à côté, il est là, ici, là. Alors là, c'est le récif corallien, toujours en territoire français. On est en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas jusqu'à quand ils seront français, on verra le prochain vote, mais pour l'instant, ils ont encore voté français la dernière fois. Et là, vous avez 5 à 6 000 espèces vivantes. 600 espèces de poissons, 600 espèces de corail, beaucoup plus que pour toute la France métropolitaine. Hein. Je répète, un carré de 1 km. Donc voilà, deux écosystèmes ultra riches en nombre d'espèces ramenées à la surface. Et en haut à gauche, Shanghai, on va parler de la Chine, hein, et bien simplement, Shanghai, c'est la moitié des Français. Voilà. La moitié des Français dans la même ville. Donc, vous voyez comment l'humain est intervenu sur ces écosystèmes et vous imaginez bien que quand on dit que ce n'est pas notre faute, regardez un petit peu ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a plusieurs causes d'intranquillité ou d'éco-anxiété, c'est selon. Hein. Voilà, là, je vous ai mis des courbes. En haut à droite, c'est la température de la surface de l'océan depuis 140 ans. Vous voyez que jusqu'aux années 90, ça ne bougeait pas trop, et puis maintenant, ça s'envole. Hein, ça s'envole. Tout à l'heure, j'ai bien aimé Virginie quand elle a dit, ou Laura, quand elle a dit l'accélération du changement climatique. Que le climat change, ce n'est pas un problème. Il a toujours changé. Heureusement qu'il a changé. Mais là, il change beaucoup trop vite. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Hein. Je ne sais pas si c'était pareil en Espagne, mais là, on a un drame actuellement chez le monde agricole, y compris dans la viticulture. Moins 4 degrés le 4 avril. Ça, c'est banal. Ça arrive tous les ans. Mais par contre, il ne fait pas 28 la semaine précédente. Et ça a tué une grande partie de nos récoltes à venir là, hein, pour cette année. Déjà, le 4 avril, c'est plié. Il reprévoit du gel cette semaine. Ça, c'est pas banal. C'est normal, c'est banal. Ce qui n'est pas banal, c'est qu'on a eu une semaine délirante. 28 degrés à Brest, jamais vu en 150 ans, hein, le 28 mars. Donc voilà, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et en bas, c'est l'équivalent, la conséquence, c'est la remontée du niveau de la mer. Hein. La mer, elle avait monté de 1 mm par an pendant 5000 ans. Et aujourd'hui, elle monte 5 fois plus vite, sur 18 ans. Donc, grande préoccupation. Tous les glaciers du monde sont en train de fondre. Il y a un papier sorti hier qui dit que les 220 glaciers étudiés sont tous en train de disparaître, en fait. Ça va être des mètres d'augmentation du niveau de la mer. Je vous donne 2 chiffres. Je vous ramène 19 000 ans en arrière, là où vous êtes, à Madrid, ici, moi je suis en Dordogne, où que vous soyez, hein, à Valencia, où vous voulez. Eh bien, il y a 19 000 ans, en Europe de l'Ouest, la température de l'air ou de la surface de l'océan était de 4 degrés plus basse, 4 degrés. Et le niveau de la mer était 125 mètres plus bas, 125 mètres plus bas. Hein, je ne parle pas de quelques millimètres ou centimètres. Hein. La grotte Chauvet est hors de l'eau, la grotte Cosquer à Marseille, les types ne l'ont pas fait en apnée, hein, en descendant, Gilles connaît bien le système, 18 mètres au niveau de la surface pour les pannes des animaux dans une grotte. Voilà. Et c'est là que j'essaie de faire comprendre aux gens que, alors, je ne suis pas là pour vous catastropher. Je ne suis ni un catastrophiste, encore moins un collapsologue, j'ai horreur de ces termes. Par contre, je suis là pour entretenir une... J'aime pas trop le mot d'éco-anxiété démesurée, je parle, moi, d'intranquillité. J'aime ce terme, c'est Pessoa qui l'a sorti, repris par une femme. J'adore, vous allez voir, je vais parler beaucoup des femmes durant cet exposé. Elles disent beaucoup moins de bêtises que les garçons. Et c'est vrai que Muriel Fisk, qui est donc au CNRS, qui est philosophe, parle d'intranquillité. Le climat, et la seconde, c'est ça. Alors, vous ne la connaissez pas, c'est une copine. Cette petite très nette, elle ne vit qu'en dans les forêts de Patagonie. Et Gilles le sait, je suis allé près de 50 fois en Amérique du Sud et en Patagonie. Je la recherche à chaque fois. Elle vit dans les grandes forêts d'Araucaria et elle s'en va. Elle s'en va inéluctablement. Alors vous allez me dire, bon, on s'en fout, on ne la connaît même pas. Donc ça ne va pas changer ma vie de demain. Oui, mais c'est un exemple parmi d'autres. Le grand Darwin la découvre il y a 150 ans.
il la met dans un bocal d'alcool, il l'envoie à Londres, et puis 120 ans après, on la retrouve sur les étagères du musée, et là, on la décrit. Ben, on l'appelle Rhinoderma darwini. Et ben, elle s'en va, parce qu'on est en train aujourd'hui d'éradiquer tous ces arbres natifs, les grands araucaria, qui vivent entre 1000 et 3000 ans, pour les remplacer par des pins et des eucalyptus. Voilà. Ça, on l'a fait beaucoup en Espagne. Allez voir les forêts d'eucalyptus, qui n'a rien à faire en Espagne. C'est un arbre d'Australie. Et les pins ont été apportés d'ailleurs aussi, pour faire des cajots. Voilà, c'est ça ce que fait l'humain aujourd'hui, sans réfléchir. Vous allez voir que notre principal ennemi dans tout ça, c'est la démesure. On est totalement dans la démesure. Et là, je vous ai mis le petit dernier, voilà, il est intéressant celui-là. Il s'appelle coronavirus 19. Pourquoi? Ben, c'est un coronavirus. Alors là, je vais tuer plein de fake news qu'on a raconté. Il n'a pas été inventé par un laboratoire. C'est un virus de chauve-souris. Là, je suis formel, au muséum, on le connaît depuis longtemps, hein. Mais il s'est passé quelque chose durant l'année 2019. Il a muté, il a changé. Et puis, il est devenu infectieux pour les cellules humaines, hein. D'abord, la sphère respiratoire, on a dit, puis après, les cellules pulmonaires. Et il a fait, on a vu dans le monde 4 millions de morts, hein. Plus de 100 000 en Espagne, plus de 100 000 en France, 150 000 en Grande-Bretagne. Et puis là, on est rendu à des centaines de milliers au Brésil. Le Chili est très touché aussi. Voilà, un nouveau venu. Alors, l'humain ne l'a pas inventé, ce virus. Par contre, il a créé les conditions de son apparition en mélangeant des chauves-souris avec des pangolins, avec des rats, avec des civettes masquées, avec des dromadaires, avec tout ce que vous voulez, hein. Et c'est une chimère, ce virus. Il est issu de différentes espèces animales. Et deuxième problème que l'humain a créé, c'est son incroyable dissémination. Quelques jours après le démarrage à Wuhan, il était à Madrid, il était à Milano, en Italie, la Lombardie, horriblement touchée. Vous avez vu l'Italie, hein? Il est partout. Plus de 100 pays aujourd'hui abritent le coronavirus 19, alors qu'il est apparu sur un marché chinois quelque part plutôt que ce qu'ils ont imaginé vers le mois d'août 2019. Voilà, c'est un peu l'histoire, le débat qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et nous sommes intranquilles pour tout ça. Alors, l'intranquillité, ça va revenir à des questions initiales de l'humain, vous vous rappelez, mettez-vous à la place de Lucie, il y a 3,2 millions d'années. Lucie, le matin, elle se réveillait, puis elle se posait deux questions. Est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui? Pas facile, hein. Et deuxièmement, est-ce que moi, je ne vais pas être mangé aujourd'hui? Parce qu'elle faisait 40 kilos toute mouillée, elle dépassait à peine le sommet des grandes herbes de la savane. Il y a des lions, il y avait des hyènes, il y avait des panthères. Et c'est vrai que ce n'était pas très facile, hein. Et quand elle allait chipper un morceau de chair de zèbre tué par des lions 15 jours avant, qu'elle volait un petit monstre qu'elle le mangeait, ce n'était pas sans danger non plus. Et l'humain a plusieurs fois failli passer à la trappe, hein. Et à l'époque, à l'époque, 3 millions d'années, il y avait plusieurs espèces d'humains. En Espagne, moi, je me suis beaucoup intéressé au site de la Cima de los Huesos, qui se trouve à Burgos, où là, en 2 millions d'années, on a 7 ou 8 espèces d'humains différentes. Mais aujourd'hui, il ne reste plus qu'une. Et au moment où je vais démarrer mon histoire, là, il y a 10 000 ans, hein, on s'arrête de bouger, on invente agriculture et élevage, on est à peu près 5 millions d'humains. Alors, deux chiffres encore, il y a 10 000 ans, 5 millions d'humains. 1945, 2 milliards d'humains. Et aujourd'hui, 8. On a multiplié par 4 la population humaine depuis 1945. Et ça aussi, c'est à prendre en considération. Passer du feu à l'énergie nucléaire, hein, toutes les révolutions techniques actuelles, les biotech, le numérique, la robotique, les nanotech, tout ça c'est très à la mode, hein, dans un contexte de démographie, on vient d'en parler un petit peu, et de ressources qui s'amenuisent évidemment. Et ce qui est terrible dans les activités humaines, c'est que les ressources fixes, elles s'amenuisent, hein. On retire le fer, le zinc, le nickel, le cadmium, tout ce que vous voulez, hein, pour construire le téléphone portable, là, hein, le coltan dans les forêts du Congo. Et ça, on sait bien qu'un jour, il n'y en aura plus. C'est ce qu'on appelle les terres rares. Et la Chine est un énorme stockeur de terres rares. Ils ont pensé à ça depuis longtemps. Demain, il n'y a plus qu'eux qu'en auront. Et ça nous posera d'énormes problèmes, bien évidemment. Politiques, évidemment. Et puis, le second aspect, c'est sur les ressources vivantes. Où là, on va se dire, mais ce n'est pas un problème, les ressources vivantes. Elles se renouvellent, elles se reproduisent. Ben oui, mais le problème, c'est qu'on dépasse les seuils de renouvelabilité du vivant. Les pêches maritimes, Gilles les connaît bien, les forêts tropicales humides. Au rythme actuel de la disparition de la forêt tropicale humide, à peu près la surface de la Grande-Bretagne chaque année en équivalence, on n'aura plus aucune forêt tropicale à la fin de ce siècle. Or, les forêts tropicales contiennent la moitié des espèces de la planète. Voilà pourquoi nous sommes préoccupés, bien sûr. Alors, encore une fois, mon but, ce n'est pas de vous hyper inquiéter, c'est de vous dire, voilà, il se passe des choses aujourd'hui devant lesquelles on ne peut pas rester sans rien faire. Et c'est le rôle des Français à l'étranger, bien évidemment, autant que les autres, hein, avec des cultures différentes, dans des mixités d'interrogations, de sites géopolitiques différents. Mais on ne peut pas aujourd'hui
osciller entre négationnisme complet, mais non, c'est des conneries d'écolos, ça n'existe pas, ce n'est pas un problème. Vous verrez, demain, on va résoudre nos problèmes. Vous parlez, tiens. Donc, bien sûr, une situation sociale qui est dramatique. Vous savez que le premier objectif des Nations Unies, c'est éradiquer la pauvreté. Il faut commencer par faire ça. Et le second aspect, c'est une hyper-anxiété. On le voit, chacun comme Cochet en France et qui raconte n'importe quoi. Et c'est vrai que là, où les collapsologues, c'est foutu, de toute façon, les jeunes générations elles vont démarrer sur les survivalistes, les gens de Trump qui ont attaqué le Capitole. C'est des survivalistes hyper armés. On revient en fait à l'époque préhistorique, sauf qu'à la place d'avoir des bifaces, on a des kalachnikovs et puis on a des fusils d'assaut. C'est ça le problème. Alors, je vous ai mis en bas le vivant. Quand je parle de vivant, de biodiversité, ce sont les bactéries. Ne les oubliez jamais. Un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Je tiens à le rappeler. Et ça, c'est un drame pour nous aujourd'hui. J'en parlais souvent avec Gilles, quand on se voyait régulièrement. C'est le drame des élites françaises. Les polytechniciens français, les énarques français ne savent pas qu'ils sont faits à moitié de bactéries. Soit on ne leur a jamais dit, soit c'est complètement sans intérêt. Ça, c'est dramatique parce que dès le moment où vous allez admettre en femmes et en hommes que vous êtes une construction biologique avec moitié de bactéries et moitié de cellules humaines, ça va changer notre position, bien sûr, par rapport à l'extérieur. Les protistes, ça, ce sont des cellules plus grosses, à noyau. C'est toutes les microalgues de l'océan, puis les levures. Et pour un Français ou un Espagnol, c'est quoi un humain sans levure? Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de bière. Ah, voilà, les levures, elles ont évolué avec l'humanité en permanence. Les microalgues, champignons et plantes, et puis les animaux. C'est ça le vivant, en fait, qui est important à décrire aujourd'hui. Voilà, les aspects sociaux, ils sont là. Novembre 2018, éclate en France cette rébellion des gilets jaunes. C'est quoi un gilet jaune? On ne sait pas trop, c'est très compliqué. En tout cas, ils sont pauvres. Et c'est vrai que ces gens-là, ils en ont un peu ras-le-bol parce qu'on les a mis dans des systèmes de géopolitique qui font que ils doivent avoir du gasoil pour aller sur le lieu de travail. Ils n'ont pas les moyens de vivre en ville. Et puis, brusquement, on décide d'augmenter le prix du gasoil. Et c'est vrai que Nicolas Hulot avait raison quand il disait « Prenons d'abord les mesures sociales, on verra après pour les mesures économiques et les mesures écologiques. » Bien sûr que le gasoil, effectivement, le gaspille hontément, il devrait être infiniment plus cher que ça, ramené à l'importance qu'il a. Mais comment on fait avec ces gens-là qui roulent justement avec des véhicules au gasoil? Et on va revenir à des mesures. Trop de voitures, trop d'avions. C'est ça la vraie question, bien sûr, que l'on a aujourd'hui. Donc, vous verrez qu'on ne peut pas décortiquer des aspects sociaux, des aspects environnementaux. Et là-dessus, bien sûr, je terminerai là-dessus tout à l'heure, les aspects médicaux. Je travaille beaucoup en ce moment, moi je suis maintenant membre du comité consultatif national d'éthique en France et je travaille beaucoup avec la région Nouvelle-Aquitaine sur le grand projet One Health, une seule santé. La santé des arbres, la santé des animaux, la santé des humains. Tout est lié. Et quand l'un ne va pas, l'autre ne va pas non plus. Et c'est là qu'il faut qu'on le considère en permanence. Il faut changer vraiment nos mentalités, nos logiciels pour penser à autre chose et arrêter de dire on ne sauve que ce qui sert à quelque chose. Il n'y a pas de bout. Il n'y a pas de bout. Alors voilà, deux articles hyper récents, ça Gilles, c'est il y a un mois dans le Monde et puis un livre. Ça c'est donc un ouvrage du nouveau président du muséum qui m'a succédé, Bruno David, à l'aube de la nouvelle extinction, comment habiter la Terre. Et puis un article du Monde d'une journaliste qui dit la peur de l'apocalypse climatique. Aujourd'hui les gens sont terrorisés. Et vous allez voir que mon but, ce n'est pas de vous coller la trouille, mais c'est de vous dire quand même, vous savez, on a peur du changement climatique et c'est justifié. Mais ayez aussi peur de l'effondrement du vivant. Si le vivant s'en va, c'est largement aussi important que le changement climatique. Quelquefois, les deux sont liés, mais pas toujours. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de la vie. Ça démarre dans l'océan ancestral, il y a un peu moins de 4000 millions d'années. Les premières cellules apparaissent. Et là, je vous ai mis un estuaire. Prenez ce que vous voulez. Eh bien, un estuaire, c'est ni de l'eau douce, ni de l'eau de mer. En amont, vous avez de l'eau douce, donc très peu salée. En mer, vous avez l'eau de mer normale, 35 grammes de sel par litre. Et je vous ai mis ici la composition de l'estuaire. Et c'est quoi ça? C'est votre sang. C'est notre sang à tous en ce moment. Et le début de mon exposé, c'est de vous montrer qu'on est totalement dans le système jusqu'au cou. On ne peut pas y échapper. Nous ne mangeons que du vivant. Nous ne coopérons qu'avec du vivant. Et c'est ça qui se passe. Et le corps humain, il raconte l'histoire de la naissance de la vie dans l'océan. Il y a quelque chose, comme on l'a dit, un peu moins de 4000 millions d'années. Votre prochaine prise de sang, vous la regarderez avec amour,
Hein, vous avez, ben c'est comme ça, tous les humains, garçons, filles, grands, petits, beaux, pas beaux, tout ce que vous voulez, bleu à point noir ou jaune à point rouge, eh bien, on a 140 millimoles de sodium et 105 millimoles de chlorure. C'est super intéressant. Le sang humain, c'est 4 millimoles de potassium. L'océan, partout, un océan, pour le favor. Qu'on arrête de parler des mers, des océans, pardon. Il y a plein de mers différentes, Gilles le sait bien. Hein. La mer Baltique, ce n'est pas la Méditerranée, mais un seul océan. Le Vendée Globe, ils ont fait le tour du monde, ils n'ont pas eu de barrière ou de frontière. Hein. Et dans l'océan, où que vous soyez, il y a 11 millimoles de potassium. C'est génial, ça. Et ça ne bouge pas depuis 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. C'est là-dessus qu'il faut qu'on s'interroge. Des relations entre l'humain et cette nature qui l'entoure. Donc, on a un petit bout d'océan. Ça, c'est les plus anciens fossiles que l'on ait à Paris, des bactéries de 3,45 milliards d'années, et les mêmes. Là où vous êtes, vous m'écoutez aujourd'hui, il y a une flaque d'eau à côté de chez vous. Là. Eh bien, on va gratouiller dedans, on va en trouver des cyanobactéries. Elles sont là depuis 4 000 millions d'années, vous vous rendez compte? Alors, au lieu de mettre des saletés dans les mares ou de faire des parkings par-dessus, allons donc voir ce qu'est le vivant, essayer de comprendre comment il a pu durer aussi longtemps. Voilà, ça c'est une goutte d'eau de mer. Les tout petits points jaunes, des virus, des milliards de virus. Les moyens points jaunes, des bactéries. Les gros points jaunes, des protistes, des microalgues. Voilà, ça c'est une goutte d'eau de mer. Depuis 4 milliards d'années, c'est comme ça. Et quand vous allez nager en mer, ben vous en avalez. Regardez comme vous êtes beau quand même, ce n'est pas un problème. Hein, on vit en relation intime avec tout ça. Et ça, c'est 98% de la biomasse de l'océan. Quand Gilles se battait pour faire respecter les quotas de pêche, eh ben, l'océan, ce n'est pas que des poissons ou des baleines ou des crabes, c'est aussi tous ces micro-organismes. Exactement, on va le voir dans tous les écosystèmes, c'est comme ça. Deuxième écosystème, un sol, où que vous soyez, 3,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons, qui les connaît? Des vers de terre, des nématodes, des colamboles, des tardigrades. C'est ça un sol, vivant. Aujourd'hui, l'agriculture moderne a tué la moitié de nos sols, particulièrement en Espagne, d'ailleurs, en Bretagne aussi. Hein. On a tué la moitié de nos sols. Donc, un leitmotiv très fort de tous les jours y penser, ramener de la matière organique et de la biodiversité dans les sols. Sinon, on ne s'en sortira pas. On ne pourra jamais nourrir 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Les sols contiennent 2 fois plus d'espèces connues que tout l'océan. Et dernier écosystème, hein, c'est quoi sa question à 100 francs hein? C'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. Je suppose qu'il y a des femmes qui m'écoutent, qui ont eu des bébés, qu'elles se rappellent cet instant magique qu'on appelle la rupture de la poche des os. À ce moment précis, le bébé va sortir. D'ailleurs, vous faites le plus grand apnée de votre vie. Hein. Entre le moment où le bébé commence à s'emberlificoter dans le cordon ombilical et puis qu'il sort dehors et qu'il braille un bon coup, 20 minutes. Vous n'avez jamais tenu 20 minutes en apnée par la suite. Hein. C'est la plus grande apnée de l'humain, une fois dans sa vie, au démarrage. Et bien voilà, et les bactéries de l'utérus de la maman, vous voyez ici en bas, allumées par des sondes moléculaires en couleur, vont aller non pas contaminer, mais ensemencer ce bébé. Et ça, c'est fondamental. Et quand on a fait Tara Océan, Gilles connaît bien le projet Tara, avec ce voilier, on a fait un tour du monde entre 2009 et 2013. On a ramené 600 000 organismes pas connus qui sont en haut à gauche, là. Des protistes, des micro-algues, magiques, tellement belles que vous en pleurez. Vous ne les connaissez pas. Tout le monde s'en foutait. Hein. Et bien, regardez ce qu'on a fait. On a séquencé ces êtres vivants. En bleu, c'est des gènes de micro-algues. En rouge, d'un intestin d'un bébé humain. Ben voilà. Et en gris, c'est vous et moi. On partage un tiers de notre ADN avec les micro-algues de l'océan. L'humain descend du même système. On est totalement dedans, bien sûr. Hein. Et je vais continuer encore un peu plus loin. Vous partagez 2 tiers de vos gènes avec une mouche. 60% avec une banane. Voilà. Quand vous mangerez une banane la prochaine fois, vous y penserez. Vous avez une communauté avec cette banane. Elle n'est pas là par hasard et vous non plus. C'est extrêmement important d'y songer. C'est ce qu'Edgar Morin nous dit. Nous sommes homo faber, hein, un humain qui sait faire des choses. Regardez, on communique, là, il y en a en Espagne, il y en a au Portugal, il y en a partout déjà. C'est magnifique la technologie. N'empêche qu'on ne pense beaucoup plus en démence aujourd'hui. Mais on n'est pas sapiens. L'homme qui sait, il ne ferait pas de telles bêtises que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ça mon combat avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est ça la biodiversité finalement. Hein, donc c'est quoi? Eh bien, là, si j'enlève le nickel des couverts là, et le verre des bouteilles, c'est que du vivant. Vous ne mangez que ça, vous ne coopérez qu'avec ça. Et c'est super intéressant. Qu'est-ce que fait le Covid-19? Le petit virus, il tue des gens qui déjà sont en profond désordre avec leur communication microbiologique de leur organisme.
88% de gros, des obèses, plus de garçons que de femmes. Les vieux, hein, ils tuent, je crois que 90% étaient au-delà de 70 ans. Les barrières immunitaires se sont effectivement affaiblies, ça c'est clair. Hein. Ce n'est pas une maladie pédiatrique, hein. L'actuelle, on verra plus tard. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions quand même. Et c'est des gens qui sont en diabète de type 2, qui sont en hypertension artérielle, Alzheimer, l'autisme. Vous voyez que tout ça est très lié à nos relations avec ces micro-organismes. Et on s'est mis à élever des animaux, les vaches. Bon, je n'ai rien contre les vaches, sauf qu'il y en a beaucoup trop. Elles jouent un rôle très délétère sur le changement climatique. Et surtout, on meurt de manger trop de viande. Donc, c'est vrai que là, et puis alors, quand vous voyez comment ça se passe, je vais faire rigoler Gilles un petit peu là. Vous avez vu à Lyon récemment le maire écolo qui a pris une mesure, que moi je trouve très bien. Il a dit voilà, 1 jour par semaine, pas de viande pour les enfants. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là? Alors, je ne savais pas que la viande était de droite. Hein. J'ai découvert ça à ce moment-là, finalement. Hein. C'est clair, ça, parce qu'on s'est jeté sur lui. Alors, je pense que la façon dont il a communiqué n'était pas bonne. D'un autre côté, si nos gamins 2 jours par semaine ne mangent pas de viande ou de poisson, ils seront très beaux et très bien, je peux vous assurer. Donc, on va vers la démesure en permanence. Et puis, 2 très beaux livres que je vous conseille. L'histoire des arbres. Un arbre, il n'est jamais seul. Marc-André Sellos. Un arbre, il vit en profonde harmonie avec des micro-organismes du sol. Et l'équivalent humain, c'est celui-ci d'Éric Batteste, tous entrelacés. Un corps humain, c'est un incroyable entrelac de micro-organismes et de cellules humaines. On a 40% de nos gènes qui viennent de virus. Tout simplement parce qu'on a coévolué depuis 50 000 ans, hein, bien sûr. Hein. Avant l'effondrement de Néandertal, il y a 30 000 ans, eh bien, l'humain, c'est une construction biologique, c'est un écosystème extraordinaire à lui tout seul, une ode à la biodiversité. Donc, on arrête les insanités quand on me dit moi, je n'ai rien à faire de la biodiversité, c'est un écolo farfelu qui en parle, c'est effrayant. C'est l'arrogance complète de l'humain qui se croit toujours supérieur aux autres, c'est le manque de prévoyance, une imprévoyance immonde en permanence, hein. Et c'est la cupidité en permanence. Alors, sur l'arrogance, c'est plus les garçons que les filles, j'en conviens. Voilà, ça c'est votre lit ce matin, tout simplement. Voilà. J'ai dit tout à l'heure. Il y en a entre 1 et 2 millions par lit parce que vous y avez dormi. Mais voilà, c'est ça, la relation intime entre l'humain et le vivant non humain. Il faut s'en persuader, c'est partout comme ça. Tout a démarré avec la domestication du feu, il y a 1,5 million d'années en Afrique, je vais passer rapidement. Après, la deuxième phase, c'est le néolithique. Il ne reste plus que Sapiens. Hein, tous les humains qu'on avait trouvés à la Cima de los Huesos, à Burgos, ils sont partis. Homo antecessor, Homo heidelbergensis, il n'y en a plus. Néandertal, ils sont partis aussi. Il reste Sapiens. Tous interféconds. Aujourd'hui, n'importe quel humain de n'importe quel endroit peut féconder mutuellement le sexe opposé. La machine à vapeur, c'est un grand moment puisque du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. On va commencer vraiment à rentrer dans les problèmes à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, il faut savoir que l'océan a stocké 93% du carbone en excès, hein, qu'on a donc émis depuis la Révolution française. James Watt invente la première locomotive. Hiroshima, je prends souvent cette date parce que d'abord, c'est la première fois où l'humain, par sa technologie, sa créativité, son inventivité, est capable de créer quelque chose qui ressemble énormément à une grande catastrophe naturelle. Vous êtes amusé à l'époque à comparer Hiroshima, 60 000 morts en 10 minutes. Ben, c'est ce qu'a fait le volcan Vésuve en 79 après Jésus-Christ quand il crache. Sauf que le Vésuve, ben, l'humain, il ne pour rien là-dedans, hein, sauf qu'il est resté à côté, alors que là, c'est une invention humaine quand on lâche la bombe sur la ville d'Hiroshima et après Nagasaki. Et deuxième intérêt de la date, c'est là que la démographie explose. Nous sommes 2,1 milliards d'humains en 1945. 8 aujourd'hui, on arrive à 8. Donc, vraie préoccupation, bien sûr. Et ce qui a lancé un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, a proposé il y a une vingtaine d'années le terme de anthropocène, la fraction de l'histoire du monde, durant laquelle le principal moteur du changement, c'est l'humain. L'humain, jamais seul, on l'a vu. L'humain avec ses plantes d'intérêt agronomique et avec ses animaux domestiques. Voilà, Chauvet. Comment les humains représentaient il y a 37 000 ans. J'ai pris Chauvet parce que c'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 20 000. D'ailleurs, à Lascaux, il y a un rhinocéros caché dans un coin. Et il y en a plein. Parce qu'il y a 20 000 ans, il reste déjà presque plus de rhinocéros. Ils sont partis déjà. Des lions en France, en Ardèche. Hein. Des rhinocéros, des panthères, des hyènes, des chevaux sauvages. Voilà. Et j'avais un jour emmené des chefs d'entreprise à Lascaux. On a passé 2 heures dans la grotte. On dit, voilà, l'humain, il y a 20 000 ans, comment il vivait. On a pris 2 heures pour bien discuter de ça. Et après, on a passé 6 heures, l'humain aujourd'hui. Et ça a très, très bien matché, très, très bien. Parce que là, les chefs d'entreprise se sont rendus compte qu'on ne peut plus ignorer ces questions-là.
Aujourd'hui, on ne pourra rien faire si on ignore les questions environnementales, dont le changement climatique, bien sûr, et l'effondrement du vivant sont les essentiels, mais c'est absolument, on ne fera rien d'autre. Hein. Ça, c'est absolument clair. Et pour ça, il faut un système à 4 piliers. La science, la vraie science, pas ce qu'on raconte depuis un an. Étienne Klein, que j'aime beaucoup, disait, mais on a confondu la science en marche avec la science établie. Il ne faut pas donner la science en marche en pâture au public. Est-ce que tel médicament marche? Il faut qu'on l'essaye, on verra bien après. Hein. Mais ce qui est effrayant aujourd'hui avec les fake news, c'est vous allez dans la rue avec un micro et vous dites n'importe qui, hein, est-ce que la chloroquine marche contre le virus? Le type, il a une opinion. Voilà. On n'en sait rien. Donc ça veut dire que mais par contre, il ne fallait pas l'interdire non plus, hein, il fallait tout essayer, bien évidemment. Donc c'est là que ça ne va pas. Hein. Et aujourd'hui, on croule sur ces questions de fake news en permanence. La Terre est plate, bon, voilà, on est revenu, et ça paraît absolument effrayant, bien sûr. Donc vous voyez que après la science, la politique, laquelle, ça on pourra en parler pour conclure tout à l'heure, les ONG et les citoyens, vous tous ici, hein, les mouvements environnementalistes, tous les mouvements, tout est bon à écouter, on discute, hein, de bonne foi, bien sûr. Et puis enfin, ce qu'on a oublié, c'est l'entreprise. Sans l'entreprise, on ne pourra pas s'en sortir. Dans le système capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui, sans l'entreprise, on ne pourra pas s'en sortir. Donc il faut les 4 qui dialoguent, qui discutent, qui se retroussent les manches et qui se mettent d'accord pour changer ce monde. Ça, c'est absolument évident. Bon, je passe là-dessus. Ça, c'est donc une courbe qui vous montre l'évolution de l'humanité. À gauche, là, sur l'axe, on a donc 10 000 ans, 5 millions d'humains. Et puis, vous voyez très bien qu'on est passé maintenant à 8 milliards. Ça va s'envoler à partir de la Révolution française. Hein. Tout ça est lié à des progrès technologiques. La domestication animale, les cultures de plantes, les villes, les routes, la roue, l'arc et la flèche, l'arme de jet va tout changer dans l'histoire de l'humanité. Un petit bonhomme de 40 kilos, aujourd'hui tout mouillé, vous tue un éléphant avec une arme automatique. À l'époque, quand c'était un biface, ça ne marchait pas pareil. Hein. Quand les chasseurs m'énervent, je ne suis pas contre la chasse, mais des fois, ils m'énervent un peu quand même, hein, dans leur discours sur la chasse à la glu, par exemple. Je leur dis, écoutez, voilà, je vous donne un biface et pas un fusil de chasse. Ben, croyez-moi, contre le sanglier a ses chances. Hein. C'est ça qui a tout changé, en fait, dans l'histoire aujourd'hui de ce qu'on vit. Et des exemples très clairs vis-à-vis des femmes aussi. Par exemple, aujourd'hui, on a tué la moitié des éléphants en 40 ans, la moitié des girafes. Pourquoi? Et ce n'est pas les femmes qui tuent ni les éléphants, ni les girafes. On voit qu'on est sur des choses qui sont intéressantes à discuter. Puis ça va être les avions, les vaccins, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs. Et tout ça a contribué à l'explosion démographique de l'humanité. Donc voilà, je vais arrêter la première partie là-dessus pour suivre mon temps, j'ai encore 12 minutes. Ça, c'est la biodiversité en danger, liée à 5 causes. On détruit et on pollue, ça c'est clair, vous le savez très bien, le milieu marin, le milieu continental. On surexploite, hein, Gilles connaît bien cet article-là, donc ça c'était effectivement, on pêche de plus en plus petit, de moins en moins de poissons. Une ressource renouvelable comme les thons, par exemple, ou bien tout ce que vous voulez, hein, les merluchons en Méditerranée, les dorades. Le problème, c'est que c'est bien de pêcher, je ne suis pas contre, mais si on dépasse le seuil de renouvelabilité du stock, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Troisième cause, c'est la dissémination de tout partout. On emmène tout partout. Le ballastage des grands navires, Gilles, tu te souviens, des salmonelles, des légionella dans les cuves de pétroliers géants. 250 000 tonnes d'eau de mer au Havre, relarguées à Abu Dhabi, relarguées à Oman. Catastrophe environnementale, évidemment, bien sûr. Vous avez vu ce qu'il y avait dans une goutte d'eau de mer tout à l'heure. Et puis le climat. Voilà, ça, c'est les 5 causes de nos tracas actuels et qu'il va bien falloir gérer. Ce qui fait que finalement, on arrive à un système où les plaies de l'écologie, c'est le productivisme agricole. On peut très bien changer ça. J'y crois très fort. Hein, avec le monde agricole, pas contre lui. Ce qui a fait beaucoup de mal au monde agricole, c'est le low cost. On a dit aux paysans en 52, 55, produisez beaucoup, pas cher. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils ne gagnent plus leur vie. Si demain, on repaye décemment nos aliments, il n'y aura plus de pesticides. Hein. Là, je peux vous le garantir. Et c'est là qu'il faut reprendre les questions à la base, bien sûr. Comment on va rendre compatible la PAC européenne aujourd'hui avec les nouvelles mesures environnementales, hein? Ce n'est pas simple. L'eau, l'eau, oui. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau. Ce n'est pas fait pour laver sa bagnole, bien évidemment. Et c'est là qu'on a complètement oublié l'essentiel. L'eau est tellement précieuse. Tous les êtres vivants, y compris la Covid-19, sont faits d'eau liquide. Voilà où est le débat aujourd'hui. Les pêches, très bien la pêche, surpêcher c'est stupide.
La forêt, on en enlève trop d'arbres. Le vivant, il s'effondre. On pollue tout partout. Voilà, tout ça, c'est gérable. Je pense que c'est tous les citoyens, avec le monde politique, économique, spirituel, tous les gens de bonne volonté qui veulent s'y coller, on peut gérer ça. Sur le climat, ça va être plus difficile. Il est trop tard, il fallait s'en occuper avant. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il ne faut rien faire du tout, hein, mais il faut vraiment tout faire pour freiner ce changement climatique. Vous savez, les prévisions actuelles sont très claires. Hein. C'est 55 degrés à Paris pendant 2 semaines durant l'été 2045. Voilà. Bon, avec la Seine à sec et les rats plus gros que les chats. Qu'est-ce qu'on fait? Plus de précipitations dans la péninsule ibérique, on fera comment? Donc, vous voyez que on n'est pas là pour coller la trouille aux gens, mais ça fait déjà peur. Mais on oublie que le vivant qui s'en va, c'est aussi inquiétant aussi, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, le vivant qui s'en va, je passe dessus, c'est très à la mode, on en a beaucoup parlé. Chaque jour qui passe, c'est pire. La semaine dernière, là, on a publié en France le rapport de l'IUCN sur les espèces de France métropolitaine et d'outre-mer. Bah, regardez, les poissons, les grenouilles, il manque 23% des grenouilles, les poissons 20%, les fleurs, les insectes, les crustacés, les mammifères, les oiseaux, tout s'effondre partout. Ce n'est pas pour moi encore une crise d'extinction. Si on ne fait rien, on va vers l'extinction. L'extinction, je répète, c'est la disparition du dernier des derniers. On est dans une phase très claire, scientifique aujourd'hui, possible à expliquer, d'effondrement du nombre des individus dans les populations sauvages vivantes. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et ça fait que, bien sûr, s'accélérer en permanence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça c'est une courbe qui est terrible. Hein. Je vous ai mis en bas en vert, c'est les vertébrés. Hein. Les sauvages, il y a 10 000 ans, 2000 ans, aujourd'hui et demain. En bleu, animaux domestiques, en rouge, l'humain. On est donc dans une explosion, non seulement des humains, mais aussi des animaux domestiques, et dans un effondrement du vivant sauvage. Ben ça, il faut qu'on l'arrête, évidemment. Ça ne peut pas continuer comme ça. 23 milliards de poulets, 1,3 milliard de vaches, 4 milliards de cochons. Ce n'est pas possible. Donc là, il faut évidemment faire autre chose. Donc, dans notre vie de tous les jours, changer nos systèmes. Je ne suis pas vegan, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de manger de la viande, pas du tout. Il faut en manger moins et de très bonne qualité. Et l'abattage entre en jeu. Quand vous mangez un animal abattu, comme ça se passe aujourd'hui, vous mangez que du stress. Et ce n'est pas bon pour la santé du consommateur, je peux vous assurer. On avait parlé avec Gilles de travaux sur les langoustes un jour. Quand vous abattez mal une langouste, ben, je suis désolé, elle n'a pas le même goût, elle est immangeable. Ça veut dire que c'est très important d'y réfléchir. Alors, le Covid-19, c'est quoi? On a dit c'est un virus de chauve-souris qui apparaît quelque part en 2019 et puis qui s'est mis à proliférer. Dissémination effarante en quelques mois. Le vaccin, donc en ce moment, on les teste. Hein. Moi, j'ai réussi à avoir la première injection la semaine dernière hein, parce qu'en fait, c'était légal, on pouvait, mais il n'y en avait pas. Donc là, encore une fois, il faut réfléchir à l'organisation de tout cela. Hein. On a dit plus d'hommes que de femmes, à peu près 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Les gros, les malades. Et puis, c'est une longue liste de pandémies depuis 20 ans. Hein. Le SARS-CoV-1, le premier, était passé par la civette masquée, de la chauve-souris aussi. Le Nipah était passé par le cochon. Le MERS dans les pays arabes par le dromadaire. Le H1N1, il y a un siècle, qui tue 50 à 100 millions d'humains, pas 4 millions, hein, 100 millions. À l'époque où on était, bon, écoutez, en 1921, on devait être à peu près un peu moins de 1 milliard d'humains. Vous imaginez, ramener à la population d'aujourd'hui, la même virulence aurait tué 5 milliards d'humains, pas 400 millions. Hein. On est sur des relations de 1 à 1000. Hein. Donc, il est sérieux, il nous préoccupe, il nous a mis un petit peu à genoux, n'empêche que, bon, on va la surmonter. Mais si on continue comme avant, on va s'en prendre une autre. C'est ça le vrai danger aujourd'hui. Hein. La peste, les pestes noires tuaient plus de la moitié des populations durant l'époque romaine et au Moyen-Âge. Hein. Alors, comment ça se passe, ces histoires-là? Ce sont des zoonoses. Ça veut dire que vous avez un pathogène, virus ou bactérie. Hein, la peste était une bactérie, hein, le Yersinia pestis, transporté par les puces de rats. Et donc, comme l'humain avait des rats tout le temps autour de lui, vous vous rappelez, Gilles, quand tu lisais les textes à Marseille de l'arrivée des navires infestés de peste, on brûlait le navire sur place. Hein. Et puis, il y avait des gens qui passaient, et puis Marseille détruite par la peste. Hein. On relit les textes, c'est pas si vieux que ça. Hein. La grande peste de l'empereur romain Adrien au IVe siècle, c'est une catastrophe aussi. Ça. Alors, ça va contribuer très fort à l'effondrement de l'Empire romain, ces pestes du début de notre ère. Là. Eh bien, tout passe du fait qu'un pathogène passe d'un animal à l'humain. Eh bien, simplement, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution de la biodiversité. Plus vous avez de la biodiversité en nombre d'espèces dans un écosystème,
Et plus au sein de ce vivant-là, vous avez un nombre d'individus élevé pour une espèce, plus votre virus n'arrive pas à sortir. C'est un parcours du combattant pour lui. Parce qu'il va sortir, il va rencontrer que des échecs, des écueils, il ne sort pas. Vous diminuez le nombre d'espèces. Et surtout, au sein des espèces réceptives, le nombre d'individus, eh bien, il va passer beaucoup plus facilement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les forêts tropicales qui s'en vont, et puis surtout la promiscuité entre animaux sauvages, animaux domestiques et puis humains. Voilà le drame. Voilà comment on communique le monde en 2017. Le président Macron réagit là-dessus en décembre 2017. Il était tout feu, tout flamme. Il allait faire quelque chose. Hein. Il crie à Paris, nous ne prenons pas le chemin de résoudre l'accord de Paris au niveau économique. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, bon, ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Et puis, il n'est jamais trop tard pour agir. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la vraie question. Et ça, c'est la communication qu'on en fait aujourd'hui. Alors, je vais accélérer là pour aller un peu plus loin. Pour tenir dans... Je vais me prendre encore 10. Alors, l'océan, c'est ça. Gilles le connaît bien. L'océan ancestral très beau, c'était ça, le corail. Écosystème que dans l'océan. Les herbiers de Posidonie, de la mer Méditerranée, les herbiers. Les mangroves tropicales et la mer profonde, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça l'océan aujourd'hui. Partout. Et il n'y a pas que des plastiques, c'est plein de perturbateurs endocriniens, de métaux lourds. L'océan est devenu une poubelle. Et là, on sait très bien, hein, Gilles travaillait beaucoup là-dessus à l'époque, ce n'est pas que une pollution qui vient du milieu marin, elle vient à 80% du milieu continental, par les fleuves. Et ça, il faut arrêter ces substances, ces produits. Ils ne doivent jamais parvenir à l'océan. Sinon, l'histoire va mal se terminer, bien évidemment. C'est aussi la surpêche. Regardez, c'est un concours de pêche. Hein. Vous savez que c'est un truc de mecs, ça, hein. Les mecs, ils veulent les plus gros. Toujours les plus gros poissons, c'est à moi, je suis le Nemrod. Regardez les concours de pêche entre 1926 et aujourd'hui. Le mec, il est champion en 2007 avec un poisson de 140 grammes. Alors qu'il pêchait un thon de 2 tonnes, d'une tonne en 1926. Le petit garçon qui est en bas, il a pas rétréci ni grandi. Il y avait des cabillots, il y avait des morues de 200 kilos en 1902. Ils sont où? Il n'y en a plus. La plus grosse morue, aujourd'hui, elle fait 25. Donc, vous voyez que tout ça change beaucoup trop vite. Alors, le tourisme, c'est aussi une grave question, hein, parce qu'effectivement, le tourisme de masse, c'est une cata. L'autre jour, j'ai adoré une remarque du patron des EasyJet, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils disent des énormes conneries. Hein. Mais quand vous réfléchissez à la philosophie qui est derrière, hein, il dit oui, c'est scandaleux. Le test Covid coûte plus cher que le billet d'avion. Ben voilà le problème. Je suis désolé. Des billets d'avion, jeune ami, est allé à Rome pour 19 €. On se fout du monde. Aucun billet d'avion ne vaut 19 €. Ça veut dire qu'il trinque l'environnement, encore une fois de plus. Hein. Et c'est pareil que l'alimentation. Payez un peu plus cher pour ce que vous mangez et vous serez infiniment mieux. Et vous ne changez pas votre téléphone portable tous les 6 mois. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. De l'éducation. Là, je vous emmène sur une plage de Banyuls, là où j'étais avec Gilles il y a quelques années. Alors là, je vous emmène à une fin d'après-midi, au début du mois de juillet. Là, on arrive au bord de l'eau, on a vu l'étape du Tour de France à la télé. On est allé acheter son pastis en détaxé, tu te souviens, Gilles, à Port-Bao, là. Et puis, ils sont tous là. Et moi, je leur montre la courbe des bactéries fécales dans l'eau par jour. Ils sont en plein au pic de bactéries. Ces gens-là ont économisé. Ce sont des Belges, des Parisiens, des Bretons, des Hollandais, des Allemands, des Italiens. Pas de Catalans. Eux, ils sont allés se baigner à 7 h le matin. Hein. Ben voilà. Éducation. Ils vont se baigner quand? Au pire moment de la journée. Et ils ont économisé tout leur argent pour passer leurs vacances tous les jours comme ça. C'est Homo sapiens, ça? Il a raison, mon ami Morin, quand il dit que c'est Homo démence. Bon, les maladies, je passe rapidement. Le climat, bon, je ne vais pas en parler longtemps pour garder en 5 minutes. C'est le climat, donc c'est la température de l'eau qui augmente la température de l'air. Et là, on le voit sur la gauche, la remontée du niveau de la mer. Ça, c'est très préoccupant. Plus, bien sûr, la genèse de tempêtes terribles, hein, et surtout de la succession de très longues périodes de sécheresse suivies par des précipitations intenses. Ça, c'est destructeur pour le monde agricole. Les discussions partout. Là, je suis avec Thomas Pesquet, vous voyez ici en bas, là, qui vient de repartir. Et là, on était au Congrès mondial des astronautes en 2017. Et là, je racontais l'histoire de l'océan et puis de l'environnement. Et Thomas, et puis à côté de lui, c'est Picard, l'homme de Solar Impulse. Et vous voyez que ces gens-là prennent parti avec nous. Ils sont de fabuleux transmetteurs des connaissances. Et Thomas Pesquet est très concerné par ces questions-là, bien évidemment. Quand il voit la Terre à travers un petit hublot qui ne fait même pas 1 mètre d'envergure à 400 km, mais tout le monde en pleure. Hein. Elle est tellement belle, mais on l'abîme tellement.
Alors, le climat, c'est clair, on laisse faire, on se prend 4 degrés pour la fin du siècle et la Terre sera inhabitable. Ou alors on agit, mais résolument. Hein. Ça veut dire qu'on laisse là où ils sont 80% des gisements connus aujourd'hui de charbon et de pétrole. Peut-être qu'on sera à 2 degrés. À 2 degrés, on risque déjà de perdre le corail. Voilà, donc au niveau économique, on parlait d'eux. Hein. Je vais reprendre ce que disait. Le paradoxe de la situation, c'est qu'effectivement, on a un inégal accès aux ressources. Ça, c'est très vrai. Hein. Quand je parle de l'effet de l'humain, un type au Zimbabwe n'a pas le même effet qu'un type à San Francisco, bien évidemment, hein. ou bien à Moscou, ou bien à Paris, ou à Rome, ou à Madrid, ça c'est clair aussi. Puis c'est le problème aussi du temps. Un décideur politique, il est élu pour quelques années sur une surface petite. Là, on s'intéresse à des questions qui intéressent tout le globe terrestre sur des temps très longs. Et surtout, au niveau économique, le drame, c'est que la nature n'a pas de valeur pour l'économie. Ça, c'est une vraie catastrophe. Un thon de Méditerranée pêché à Port-Ventre, qui s'est vendu 1 million d'euros sur le marché japonais de Tsukiji. Il vaut 0 jusqu'au moment où on va le chercher. Ça, ce n'est pas possible de continuer. Et donc, c'est vrai que la nature n'a de prix pour l'humain qu'au travers du travail que lui exerce avec elle. Ce n'est pas possible. Comment on gère les biens communs? C'est la fameuse théorie d'Elinor Ostrom, le prix Nobel d'économie, la tragédie des communs. Et le commun, qu'est-ce qu'on fait? On le détruit s'il n'y a pas une limitation d'accès à la ressource. Et ça relance aussi le débat d'Halle, qui était pourtant un capitaliste, hein, qui disait le communisme, le soviétisme s'est effondré parce qu'il ne permettait pas au marché d'exprimer la réalité économique. Alors, le marché, je ne suis pas contre, mais encadré. Hein. Un marché non encadré, c'est l'horreur actuelle avec des ultra-pauvres et des ultra-riches. Et il disait, pourtant, lui, capitaliste, il disait, mais vous savez, le capitalisme non encadré s'effondrera lui aussi parce qu'il ne tient pas compte des réalités écologiques. Et ça, c'est ce qui se passe en ce moment, bien évidemment. On le voit tous les jours. Hein. Comment réconcilier économie et écologie? Intéressant, les deux mots ont la même origine grecque, hein, éco. C'est super intéressant. Voilà, on me disait toujours, moi, écoutez, de toute façon, ça va de mieux en mieux. On prend les durées de vie ici, il y a des limites. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont atteindre 100 ans. Alors, je regardais pour les femmes qui m'écoutent, là, mesdames, en France, à 100 ans, il y a 3/4 de femmes. Et sur 4 centenaires, il y a 3 femmes, un homme. Et à 110 ans, il n'y a plus aucun garçon en France, que des femmes. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. Vous vivez plus longtemps que nous. Alors, bien sûr, on passe 100 ans maintenant. Par contre, en âge absolu, ce n'est pas vrai. Hein. Le fait que toutes les femmes françaises gagnent 3 mois d'espérance de vie depuis 150 ans, c'est fini. Ça s'arrête il y a 10 ans. On ne vit pas plus longtemps, ça c'est clair, même si plus de gens atteignent 100 ans. Voilà, donc l'avenir, il est là. Hein. Le climat, l'accès à l'eau, les déchets, le stockage de CO2, la biodiversité, comment on fait? Parmi les possibilités, moi je défends beaucoup les sciences participatives, hein, que tout le monde participe avec nous à l'acquisition de la connaissance. C'est un travail où ont participé 10 000 personnes en Europe et on a montré que sur 18 ans, nos papillons avaient fait 114 km vers le nord et nos oiseaux 33. Voilà. Et chaque citoyen participe. C'est très important parce qu'après, il va beaucoup plus s'engager. Si le député du coin va sécher sa mare, il ne sera pas d'accord. Et second aspect intéressant à développer, c'est ce qu'on appelle la bio-inspiration ou le biomimétisme. Je suis beaucoup là-dessus en ce moment. J'en avais parlé aussi avec Gilles à l'époque. Donc, moi, je préside le CEBIOS, Centre européen d'expertise et d'excellence pour le biomimétisme et la bio-inspiration. On a 400 entreprises avec nous, dont des gros, il y a Renault, il y a Saint-Gobain, il y a L'Oréal massivement, Clarins. Il y a plein de grands groupes avec nous aujourd'hui pour simplement aller chercher dans le vivant des solutions. Parce que le vivant, c'est faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Cette éponge en bas, là, elle fait du béton armé dans un coin d'océan. Cet insecte, en bas, à gauche, c'est un coléoptère qui sait faire de l'eau en plein désert, là où il ne pleut jamais. Le meilleur, c'est Exconi, c'est la tête et le bec du martin pêcheur, dans l'air et dans l'eau. Et on a fait ce train ultra rapide et ultra silencieux, en le recouvrant d'un système inspiré des plumes de hibou. Vous voyez que, allons chercher des solutions dans la nature, voilà, ça va être la fin. Le vivant innove en permanence. L'entreprise qui n'innove pas, elle est fichue, elle le sait très bien. Et le vivant innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes, ce que nous, on ne fait toujours pas. Le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts, 9 techniques de vol. Le vivant ne s'empoisonne jamais. On a, nous, inventé 50 000 molécules depuis la Seconde Guerre mondiale de la chimie de synthèse qui nous empoisonnent tous les jours un petit peu plus, qu'on ne sait pas dégrader, y compris les matières plastiques. Pour le vivant, il y a toujours un acheteur dans la nature pour le produit qu'il a émis. Le vivant fait des poisons terribles, évidemment. Un venin de crotale, c'est terrible. Mais le vivant sait le dégrader.
Le vivant fait tout dans des conditions naturelles ambiantes, de 20 degrés, un coin de table ou bien un morceau d'océan. Et le vivant n'utilise que les éléments abondants du système, carbone, azote, hydrogène, oxygène. Et de temps en temps, un fifrelin de sélénium, de nickel, de zinc, mais très, très ténu. Alors que là-dedans, on a 60 éléments du tableau de Mendeleïev. Donc voilà, c'est ma conclusion. Stopper une économie stupide et suicidaire d'aujourd'hui qui consiste à faire du profit, à gagner de l'argent en détruisant ou surexploitant la nature. Et je vais finir sur deux images de philosophes. Je vais passer là-dessus. Voilà, chez Aurobindo, à l'époque, il n'y avait ni écologisme, ni écologie. Je vous laisse lire ce qu'il disait en 1915. Il disait que l'homme changeait tout. Et il disait une transformation radicale de l'humain. Vous savez comment on appelle ça, nous biologistes? Une métamorphose. Il nous faut une métamorphose. Et je finirai ma dernière image sur Edgar Morin, qui est mon compère. On va célébrer donc dans quelques semaines, le 8 juillet 2021, son siècle à Edgar. Il est au Maroc en ce moment. On l'a mis au vert pour qu'il n'y ait pas de Covid qui l'embête et tout, tranquille, pour qu'il puisse revenir à Paris avec nous. Il disait, la Terre, c'est un vaisseau spatial à 4 moteurs qui sont la science, la technique, l'économie et le profit. En économie capitaliste, pourquoi pas. Mais chacun de ces moteurs peut être très bénéfique pour l'humain ou très délétère, en fait. Et il disait, le probable, on en a parlé aujourd'hui ensemble, là, il est quand même assez dramatique, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes aujourd'hui? Quand j'entends mes gamines étudiantes à Sciences Po à Paris, ou en médecine, ou à l'école d'agro, à AgroParisTech, elles me disent, je ne ferai pas d'enfants. Il faut voir où on en est aujourd'hui, dans quel système. Alors, les coupables, c'est notre génération et la précédente, évidemment. On a fait beaucoup trop de mômes entre 1950, à la fin de la guerre, et puis les années 90. Alors, et ce que j'aime bien dans Edgar, c'est qu'il dit, oui, mais il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire humaine. Et ce que j'aime bien, qu'on a fait ensemble cet après-midi, et c'est pourquoi j'étais ravi d'intervenir avec vous, c'est de vous dire que, qu'est-ce qu'on fait là? On se bat pour que ce probable qu'on nous promet ne se produise pas. Voilà, c'est ça notre combat d'aujourd'hui. Et pour faire ça, il faut changer. Et ce sera ma conclusion. Le vivant, il a évolué sur 4 milliards d'années, on l'a vu tout à l'heure. Il s'est adapté à toutes les situations possibles, même les plus dramatiques. Il a plusieurs fois failli disparaître. Il est toujours là. Mais pour s'adapter, il faut changer. Et nous, on ne change toujours pas. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Vraiment très, très intéressant. Gilles, l'autre, est-ce que tu veux bien intervenir? Oui, est-ce qu'on entend? Tout à fait. Bien, merci. Merci à toi, Gilles. En fait, si tu veux, ta conférence intervient totalement à un moment où je suis en train de dire au Homo Deus d'Harari, qui parle de cette évolution. Homo Deus, tu sais, le deuxième bouquin qui a été Harari, qui est ce magnifique israélite là, qui vend ce bouquin à peu près dans le monde entier. Moi, j'essaie de me raccrocher à des choses que tout le monde peut comprendre, à moi pour commencer. Et la question que je voudrais te poser, est-ce que ça n'a pas commencé à dérailler quand l'homme, parce que j'avais lu un article avant cette pandémie qui disait en réalité, on va vaincre la mort, c'est-à-dire que l'homme va devenir immortel après avoir essayé. Alors il a cru en Dieu, après il n'a pas cru en Dieu, il a cru le mythe de Prométhée. Et maintenant il se prend pour Dieu. Oui. Et c'est là où moi je pense que c'est un bon résumé, une bonne synthèse du malheur qui nous frappe. Et de cet éloignement du vivant. Oui. Je vais te dire une chose, Gilles, qui est super intéressante. On se croit un peu trop supérieur. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir redescendre sur Terre pour faire comprendre les choses à tous nos politiques, à toutes nos économies, qu'il faut vraiment changer ce monde et qu'on arrête de se prendre pour Dieu? Bien sûr. Il faut tuer 3 défauts, on a dit, l'imprévoyance, l'arrogance et la cupidité. Et je vais revenir aux transhumanistes. D'ailleurs, c'est assez fascinant. Ces types-là, ils étaient partout dans les médias jusqu'en mars 2020. Tu les as entendus depuis mars 2020? Ils sont cloîtrés chez eux, morts de trouille. Parce que le virus tue les vieux cons. Voilà. Tu vois, j'aurais dit souvent. Eh bien voilà, ils sont terrorisés parce qu'un virus tout petit, 15 gènes, Gilles, 15 gènes, tue quelqu'un d'aussi arrogant, d'aussi incroyablement niais et absolument en méconnaissance totale de ce qu'est l'écologie et un corps humain, qui est un mélange de cellules humaines et de bactéries, qui ne sortent plus, ils sont terrorisés, ils n'ont pas dit un mot, ça tue toutes leurs promesses. T'imagines si un petit virus de 15 gènes te tue à 384 ans? C'est pas possible ça, tu vois. Et donc c'est là que tu as raison.
cette démesure-là, mais on revient à la démesure. Hein, tu sais, moi, quand j'ai vu les gens applaudir quand Musk envoie sa Tesla dans l'espace, qui va retomber sur la tronche de quelqu'un dans son jardin d'ici quelques temps, on a applaudi. Avec cet argent-là, on donnait de l'eau potable à tous les petits Africains. Et tu as raison, c'est cette démesure qu'il faut qu'on combatte. Et je dirais même qu'elle, pour ça, je rigolais tout à l'heure, elle n'est pas de droite et de gauche, c'est du bon sens, beaucoup de choses que je vous ai racontées ici. Mais il faut que tout le monde s'en empare dans tous les partis politiques. Et c'est là que la vraie question, si tu veux, moi qui me turlupine, c'est comment je passe des gens qui m'écoutent aujourd'hui, je relis les mots de Claire Bastien, là, que je ne connais pas, on discutera, gens de bonne volonté, femmes et hommes de bonne volonté, qui ont envie de changer justement, pour qu'on puisse s'adapter aux situations qui viennent. Hein. Comment je passe de ce noyau-là à 4 milliards d'humains convaincus? Pas 8, parce qu'on ne convaincra jamais 8, mais 4. Eh bien ça, pour l'instant, je ne sais pas faire. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose où il faut que massivement, tout le monde insiste. On a dit le politique, le scientifique, bien sûr, le citoyen et l'ONG et l'entreprise pour nous en sortir. Alors, pour répondre à Claire Bastien, simplement, oui, la première question, bien sûr qu'elle a raison. C'est ce que j'appelle One Health. Hein. Je vous ai dit, moi, je travaille beaucoup sur One Health en ce moment avec des médecins et des écologues et des vétérinaires, bien sûr. Bien sûr que l'environnement a généré au moins les 3/4 des maladies nouvelles qu'on a en France depuis 1940, bien sûr. Quelle autre question? Votre question, elle me demande quand est-ce qu'on peut prévoir. Alors, ça va dépendre comment on réagit. Vous savez, le 20 janvier 2020, Claire, il y avait dans le monde 100 000 numéros de vol. Voilà. Alors aujourd'hui, la DGAC me dit, mais Gilles, alors on va revenir quand au nombre d'avions qu'on avait avant? Mais surtout jamais, jamais. Je ne suis pas contre les avions. Hein, si on a des territoires outre-mer, il faut bien qu'on ait des avions. Mais pas 100 000. Donc c'est cette démesure. Pendant longtemps en France, il y avait une voiture par foyer. Maintenant, ils sont à 3 ou 4 voitures par foyer. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et puis surtout, arrêtons de croire qu'on s'occupe que de ce qui sert à quelque chose. D'abord, je ne sais pas ce qui servira demain. On voit les nouveaux médicaments qui viennent de l'océan, qui viennent de partout. Hein. Et puis surtout, réfléchissez à tout ce que vous avez fait, Claire, depuis ce matin, tous ici ensemble, là, et qui vous donnait du bonheur et du plaisir. Ben voilà. Ça ne sert à rien, mais c'est génial. Et c'est pour ça qu'ils sont allés peindre dans la grotte Chauvet des animaux sauvages qui n'étaient pas devant eux. Ça ne sert à rien, mais c'est génial. Voilà. Enfin, moi, je pense que s'il y a un message à donner aux Français qui vont voter le 30 mai, et qui dit notamment là où je suis, sur le sud-est de l'Espagne, c'est que peut-être que cette pandémie va peut-être mettre fin à ce tourisme de masse qui est facilité par ces low cost. Oh, Il va se développer un urbanisme délirant, un massacre de l'environnement. Et pour ceux qui sont amoureux de l'Espagne, parce que moi, je suis très respectueux de l'Espagne et des Espagnols, bien entendu, mais j'aime autant ce pays qu'eux, il faut arrêter ce massacre, parce que cette côte-là, elle est totalement massacrée. Et c'est ce qu'on constate, nous, avec notre association au quotidien. Et c'est vrai, le fait d'arrêter ces transports. Moi, quand je vois des Anglais d'autres nationalités qui nous viennent que pour pouvoir fumer quasiment gratuitement par rapport à leur pays pendant 48 heures, sans même prendre une chambre d'hôtel, c'est délirant. Et c'est ce monde-là dans lequel on vit. Eh oui, c'est le genre de pub, Gilles, où on dit « emmenez votre copine à Jakarta pour le week-end ». Ça devrait être interdit. La copine, si on s'en occupe bien, elle sera heureuse à Rambouillet. Et puis, deuxièmement, mais qu'on emmène la copine à Jakarta, moi je veux bien, mais une fois par an, 3 semaines, pas pour un week-end. Et ça, c'est des choses qui devraient être interdites par la loi. Hein. Il y a d'autres questions qui ont été posées. Alexandra Vernou a posé une question, je crois. Quels sont les territoires qui seront le moins exposés dans 50 ans? Alors là, vous savez, les territoires aujourd'hui qui sont finalement, ça a été calculé, vous imaginez bien, il y a des gens qui pensent à ça, ils vont déjà acheter les terrains en Patagonie, par exemple. Hein. C'est clair, en Nouvelle-Zélande, puisqu'ils ont réussi à se libérer du Covid. Les îles, c'est plus facile à protéger, c'est sûr. Hein. Mais la façon dont on a réagi est importante. Hein. Tout à l'heure, quand on me demandait les relations entre le Covid et la biodiversité, aussi avec les réactions humaines. Taïwan, que je connais bien, j'ai souvent travaillé. Taïwan, ils ont 30 morts. Parce qu'ils ont arrêté les avions chinois le lendemain du démarrage de l'épidémie à Wuhan. Nous, on a mis 100 jours pour arrêter les avions chinois. Pour des bêtises économiques, du style, on avait le produit, hein, le gel hydroalcoolique, mais on n'avait pas les flacons pour les mettre dedans. Et les réactions politiques ont été dramatiques en France. Quand vous avez un chef d'État qui vous dit, un Premier ministre, en mars 2020, le masque ne sert à rien, et qu'aujourd'hui, le 20 mars 2020, il veut coller des masques à des enfants de 3 ans,
C'est délirant. Je comprends, moi, aujourd'hui, le désamour des citoyens pour le monde politique et le monde scientifique. L'histoire, aujourd'hui, par exemple, du couvre-feu, je suis désolé, il n'y a aucune base scientifique. Hein. Ce sont des opinions encore à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que même les médecins se sont livrés à des jeux qui ne sont pas corrects du tout. Hein, chacun avait son médicament, avait son truc. Donc, ça veut dire que arrêtons de diffuser des opinions, diffusons de la science établie. Par exemple, la vitamine D est un excellent protecteur contre tous les virus, pas plus le Covid autant que les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Le zinc, ça c'était facile, ça coûte rien du tout. Hein. Ce n'était pas des molécules de Big Pharma hyper chères. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu effectivement ces gens de bonne volonté, ou alors c'est disparu dans un fatras pas possible. Hein. Il y avait ce qu'on appelait les, je ne sais plus comment ils les appelaient, des médecins qui disaient c'est pas grave, ceux qui disaient c'est super grave. Là, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague encore durant l'été prochain si on libéralise tout. Et puis surtout d'un nouveau virus. Donc, c'est que si on reprend nos avions comme avant, ce n'est pas possible. Bien sûr qu'il faut des avions, évidemment. Hein, si on va aller en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Australie, on ne va pas y aller en vélo, c'est bien évident. Mais pas au rythme qu'on avait à l'époque. Et là, on doit tous y participer à cela. Puis accepter de payer ce que vous mangez, vous serez beaucoup plus beau, moins gros, de meilleure humeur et beaucoup moins malade. Quelqu'un nous dit, ne devrait-on pas commencer par l'éducation? Mais je crois que c'est exactement ce que vous nous dites, Gilles. Depuis le début. Hein, éducation, 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 à l'école maternelle. Je l'ai redit tout à l'heure très fort, hein, ça ne leur plaît pas, mais j'en dis souvent. Je suis allé à Polytechnique. Maintenant, ça commence à percoler. Hein. Mais à l'ENA, je suis désolé, j'allais faire un cours d'écologie, vous savez, j'avais personne, parce que le cours était facultatif. Bah, ça, c'est dramatique. Ils vont tous être préfets, sous-préfets quand ils vont commencer, prendre des décisions dans l'environnemental. Gilles les connaît bien. Hein. Aux affaires maritimes, c'était pareil. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, revenons à ce qu'on est, de l'humilité, hein, beaucoup plus de sobriété, bien sûr, du bonheur. Qu'est-ce qu'on a oublié en tout ça? C'est l'amour. Hein. Et je terminerai en vous disant une chose que je trouve très forte vis-à-vis du monde de l'entreprise. Vous êtes à Valencia, vous êtes à Murcia, vous êtes à Lisboa, où vous voulez. Vous êtes là avec une famille, c'est beau, une famille c'est très beau, bien sûr. Hein. On a des gens, on se sent très proche d'eux, des enfants, des petits-enfants, des épouses, des époux. On a une famille et des amis. Les amis c'est très important parce qu'on les choisit, hein. On ne nous les impose pas, donc on va les garder parce qu'ils nous donnent du bonheur, les amis. Et surtout, on est chef d'entreprise, on a créé de l'emploi. C'est très important, il faut bien que nos jeunes travaillent, évidemment, bien sûr. Hein. Mais tout ça, il faut le faire à un seul prix tellement évident. Il faut le réussir et le maintenir sans détruire l'endroit dans lequel on habite. Et Gilles, tout à l'heure, a bien commencé en nous parlant de Benidorm. On a détruit l'endroit dans lequel on habitait. Et je vois pourquoi on ira demain à l'île de, par exemple, l'île Maurice. J'étais très proche de la présidente de l'île Maurice, parce qu'elle est scientifique, c'est une chimiste des plantes qui est super géniale à MENA. Et elle me disait, on a 2 ressources sur l'île Maurice. La canne à sucre, une plante importée d'Amérique du Sud, et le tourisme. Alors c'est terrible, sur le tourisme, c'est simple. Hein. Je veux gagner de l'argent, j'augmente le nombre d'avions. Très bien. Mais il y a une loi qui fait que quand les avions augmentent, on augmente le nombre d'hôtels. Quel sera le jour, et ça répond un peu à la question de Claire tout à l'heure, quel sera le jour où il y aura trop d'hôtels, où j'aurai plus du tout envie d'aller à l'île Maurice, parce que ça sera beaucoup plus dégradé que chez moi. Voilà. Et sur le tourisme espagnol, c'est en plein dedans. Les Grecs, en ce moment, sont en train de lancer partout. Venez, venez chez nous, ils payent les avions. Mais jusqu'à où? Où est le moment de bascule qui va faire que le tourisme de masse va détruire l'endroit dans lequel se rendent ces gens? Et Gilles a eu raison d'insister sur le fait qu'ils viennent pour un week-end pour picoler. Ce n'est pas possible, ça devrait être interdit. Alors, comme on fait dans les systèmes libéraux, vous vous rappelez quand même qu'on arrive en France maintenant, et France ne vient plus à Bordeaux. Mais il y a quelque temps, c'est la Hollande, ça m'avait beaucoup surpris. C'était quand on était en Espagne lors de la COP de Valence, là, avec les enfants, avec Nicolas Hulot. Le gouvernement hollandais venait de décider d'interdire les vols de Amsterdam à Bruxelles, parce qu'on met 1 heure en voiture. Voilà. Eh bien, ça, il faut bien y venir aujourd'hui. Donc, tout est là, tout est là. Le tourisme de masse est incompatible. Alors, bien sûr, après, la question qu'on va se poser tous, c'est attention aux relations, développement économique, richesse, pauvreté. Et ça, pour moi, par exemple, je reviens à l'alimentation. Une femme enceinte, pour moi, ne devrait jamais manger autre chose que du bio. Et bien, dans ce cas-là, il faut que les systèmes politiques donnent à une femme, même très pauvre, la possibilité, pendant ses 9 mois de grossesse, de manger correctement. Et le bébé, quand il naît aussi. C'est ça, en fait. Donc, vous voyez, les mesures sociales sont très proches des mesures environnementales dont on parle. Gilles, si tu n'as plus de questions, je pense qu'il y a eu beaucoup de retours très positifs
par rapport à cette excellente présentation. C'est tout ce que je peux dire. Je pense que ça réveille des consciences. On a beaucoup de gens qui disent bon, bravo pour cette grande leçon d'humanité. Je crois que c'est remettre peut-être les choses un peu à la source. Et ça, c'est très important parce que effectivement, je suis d'accord avec toi, Gilles. On oublie d'où on vient et qui on est et qu'on est parti de cette grande son. Donc, je pense que c'est… Et puis, l'éducation est tellement importante. Tu sais, une anecdote pour terminer. J'ai un ami qui a une goélette, ça plaira aussi à Gilles, un joli voilier à Douarnenez, et il emmène des gamins du 9-3. Miséreux, des gamins à la limite d'être battus, tu vois, très pauvres en tout cas. 3 semaines, faire un tour sur l'eau en Bretagne. Tu te rappelles, Gilles, début août 2020, un temps magnifique, il y a des dauphins partout. On va relâcher près de Groix. Eh bien, on ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas de réseau. Voilà. Il n'y a pas d'Internet. Donc, il a fallu aller relâcher au port de l'Orient. Donc, vous voyez que même les jeunes, il y a un problème d'éducation tellement évident. Passez-vous de ces systèmes-là. C'est tellement… On m'a dit, mais des informaticiens, c'est scandaleux ce que tu dis là, ces gamins ne peuvent pas vivre sans Internet. Ben, je suis désolé, comment est-ce qu'on a fait? Où est l'humilité qu'on évoquait tout à l'heure? Voilà, j'avais envie de vous raconter ça. Alors, il y a quand même une dernière question que je trouve intéressante, et puis peut-être Gilles Serventon, cette fois-ci, peut conclure. C'était, croyez-vous au score carbone sur les produits dans le futur et la prise des consciences des consommateurs? Pourquoi pas? Je dis, bon, ça parmi d'autres. Hein, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de mesurer l'impact que l'on a. Toutes les entreprises maintenant font ça, effectivement. Quelles sont les émissions de carbone? Mais après, il faut regarder les produits qu'on émet dans le milieu. Encore une fois, c'est la démesure qu'il faut éviter. Le problème du carbone, c'est que la taxe carbone ne peut pas être la même pour tous. Il y a des pays, si on met une taxe carbone tout de suite, l'Inde, on l'assassine tout de suite. Hein, et ils sont plus d'1 milliard d'humains. Et puis après, ils vont tous se battre, même les riches, pour être classés, bien sûr, à un coût plus bas. Bien sûr. On ne joue pas le jeu. Mais c'est un des aspects que l'on peut développer dans le futur, les questions énergétiques et les questions d'alimentation. Manger moins de viande, c'est tellement important. Hein. Vous en mangez un petit peu de la très bonne qui viennent chez vous à côté, avec des animaux bien élevés, bien abattus, qui ne sont pas dans un stress permanent. La pêche, c'est pareil. Gilles est un super pro de la question. Mais tous les deux, on mange du poisson, mais lequel, dans quelles conditions? Tu as vu, Gilles, que j'ai repris la présidence de Éthique Océan, dont je m'occupe maintenant de diffusion des produits de la mer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Gilles Serventon, cette fois-ci. Écoutez, moi d'abord, je conclus en remerciant Gilles d'avoir accepté d'intervenir dans cette conférence. Et puis je crois que, franchement, on est totalement dans la quintessence de notre élection, de notre campagne. Nous sommes indépendants, nous sommes solidaires et nous voulons justement donner un rapport différent au temps et surtout en nous intégrant dans autre chose que des débats politiques qui sont totalement dépassés pour être au service des Françaises et des Français qui vivent en Espagne et qui ont besoin avant tout de vivre plus facilement dans les démarches qu'ils doivent faire, mais aussi dans leur qualité, parce que ça j'y crois beaucoup, de leur qualité de cadre de vie. Et que l'on travaille en Espagne, qu'on soit retiré en Espagne pour vivre mieux, ben je crois que si on participe à un peu les uns et les autres à améliorer notamment notre relation avec le vivant, en oubliant cette folie. On ne peut pas être Dieu. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit des êtres vivants avec les autres vivants, en se respectant les uns les autres et en respectant notre planète. Et ça, je crois que si on passe ce message dans cette campagne électorale, on aura un peu servi à quelque chose. Bravo. Merci encore, Gilles. N'oublie pas les élections qui arrivent. Je répète les dates au cas où. C'est 20, mais moi, je les ai oubliées, 23, 28. Non, attendez, je trouve mes dates. 21, 26 mai et 21, en ligne, et puis 30 mai à l'urne. Et si vous avez plus d'informations, suivez notre page Facebook. Ça va être public. Évidemment. Ça va être public. Bon, moi, je suis candidat Gilles au régional en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Très bien. Très bien. Ils ont réussi à me convaincre. Je ne voulais pas, mais finalement, je dis, allez, j'y vais. Il me manque ça d'être du peuple dans ma vie. Il faut sauter le pas, parce qu'il ne faut surtout pas abandonner le monde politique si on veut faire changer les choses. C'est vrai. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon après-midi. Et je pense que cette présentation sera en ligne à tous ceux qui se sont inscrits pour que vous puissiez effectivement la diffuser, la re-regarder. Moi, ça sera avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphanie. Merci Laura. Merci Gilles. Au revoir. À très bientôt.